Petit essai intitulé Science et philosophie, les deux faces d'une même pièce de théâtre. Je commence la lecture. Si on comprend l'implication de la géométrie sur la matière, c'est-à-dire sa capacité à définir la matière, à transformer et à définir les lois qui régissent l'interaction des formes, on ne peut s'empêcher de se questionner sur les rapports qu'elle entretient avec la philosophie. Comme une religion, la philosophie tente d'expliquer et de définir le réel. Elle le fait grâce à des projections mentales rationalisées et vulgarisées de l'observation de la nature. La différence que l'on peut souligner avec l'islam, c'est que dans l'islam, le prophète enseigne le réel à la lumière de ce que Dieu révèle. Le philosophe, lui, pense et interprète à la lumière de sa compréhension, de ses déductions rationnelles, excluant l'irrationnel, qu'il appelle la raison, contraire de la folie. Là où il y a irrationalité, le philosophe met des déductions, fait des inductions, des comparaisons, des syllogismes, qui sont la base du raisonnement dit mathématique. Je me dois de faire une parenthèse. Ce raisonnement, bien que appelé raisonnement mathématique, ne respecte pas le fondement de l'algèbre. Je m'explique. Les nombres sont composés aussi bien de nombres rationnels, quantifiables et calculables, que de nombres irrationnels, inquantifiables et inséquençables. Ces deux grands ensembles sont appelés nombres réels. Ils définissent la réalité mathématique dans sa double nature. Le raisonnement philosophique, excluant l'irrationnel, prétendant être mathématique, n'est qu'une déformation visant à redéfinir les mathématiques, à la lumière d'une croyance matérialiste qui prend pour horreur ce que la raison ne peut cerner, excluant ainsi l'irrationnel du fonctionnement et de la construction du monde visible, ce qui est bien sûr une aberration. Dans le fonctionnement intellectuel du philosophe, il faut faire des déductions, des syllogismes, des comparaisons, des inductions, mais pour pouvoir réaliser une telle opération, il doit nécessairement prendre pour référentiel l'observation. Et pour y avoir observation, il doit y avoir matière et quantification. D'où la nécessité, très tôt, de donner de la consistance aux observations grâce à la création d'un outil indispensable pour nourrir cette rhétorique matérialiste. Cet outil, c'est la géométrie. La géométrie n'échappe pas à ce principe matérialiste, car en géométrie, toute figure est basée sur des lignes, des courbes, elles-mêmes composées de points. Ainsi, la base de la géométrie est le point, représentation mentale fictive du commencement de la matière, à qui on va donner une forme grâce à des formules visant à convaincre un observateur. La philosophie partage dans son essence ce même principe et cette même fonction de transformation du réel via une argumentation rhétorique, un langage syllogique et inductif qui lui permet d'affirmer, de confirmer, d'infirmer ou de réfuter une idée. La rhétorique ne vise en aucun cas à extraire une vérité, mais à convaincre un auditeur par la méthode et non par le message. Il faut donc apprendre à redéfinir le réel et à reprendre le contrôle de la réalité afin de pouvoir réfuter ce mécanisme qui consiste à imposer une méthode pour décrire le réel. Bien que ce concept paraît abstrait, nous pouvons observer chaque jour des personnes qui sont charmées davantage par les belles vidéos, les belles images, par le fond argumentaire, etc., etc. Cela ne signifie en aucun cas que la vérité n'a aucun intérêt pour ces personnes. Cela signifie que la méthode a supplanté la réflexion personnelle dans leur définition du réel. Ce phénomène n'est pas la conséquence d'un manque d'intelligence, mais d'un endoctrinement très profond qui vise très tôt à récompenser la démonstration, la construction et l'apprentissage des formules comme des preuves d'intelligence et de vérité récompensées par la réussite sociale et professionnelle. Alors, question logique, qu'est-ce qui définit le réel au sens scientifique vrai et non au sens philosophique assimilé au scientifique, ce qui est faux? Car si la philosophie et les théories
et la géométrie et ses théorèmes sont deux méthodes semblables en tout point, qui visent une démonstration et non la vérité, nous pouvons constater que le langage diffère. Pour l'un, la rhétorique est l'art de convaincre par les mots, et pour l'autre, le langage des chiffres est l'art de convaincre par la démonstration du calcul. Mais les mots et le calcul ne sont pas un langage universel dans le sens où ils ne décrivent qu'un point de vue, dans un contexte donné, dans un système de pensée. Par exemple, si nous disons que le ciel est bleu, cela est vrai, mais dans un moment donné, dans un lieu donné, d'un point de vue humain, etc. etc. C'est-à-dire que scientifiquement, les mots et le calcul ne sont pas universels car ils excluent trois facteurs, l'espace, le temps et la relativité. Cela doit vous rappeler quelque chose, ou du moins une théorie, qui a remis en question tout le système philosophique basé sur la mécanique céleste. Ceci n'est pas un hasard, et ce n'est pas non plus un hasard que cette théorie a été restreinte pour éviter la remise en question complète d'un système philosophique. Le calcul et les mots ne s'attachent jamais au lieu, au changement, à la sensibilité de l'observateur, ni à sa croyance, à sa constitution, à l'évolution des connaissances, mais s'attachent au contraire à décrire une généralité du sens commun déjà admise. En mathématiques, c'est la même chose. Si A est plus lourd que B, alors A touche le sol plus rapidement. C'est juste, dans un lieu donné, dans une conception de la masse donnée, dans un référentiel précis, et lorsque A et B sont indépendants l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas rattachés l'un et l'autre. Mais cette affirmation est fausse au sens universel, au sens réel, au sens de la loi qui régit la matière. Ainsi, les philosophes et les scientifiques se sont efforcés d'inventer un langage commun qui leur permet de cerner la nature qui nous entoure et de définir des lois immuables et universelles, leur permettant de cerner l'essence de la vie et d'expliquer les phénomènes qui nous entourent, mais ceci dans un prisme et dans une conception matérialiste excluant l'irrationnel. C'est ainsi que les scientifiques, entre parenthèses pseudo-scientifiques mais en réalité philosophes, tentent de créer des lois universelles qui sont brisées à chaque fois que nous changeons de système. Ces changements sont appelés révolutions scientifiques et elles nécessitent l'intervention d'une communauté de philosophes qui s'efforceront, grâce à la philosophie, à les faire coïncider en limitant les principes et les découvertes qui ne peuvent s'imbriquer dans la croyance première d'un monde matérialiste. Physique newtonienne, d'un côté, physique quantique, de l'autre, loi de conservation de l'énergie, ne peuvent que cohabiter que difficilement, sans l'intervention de garde-fous qui établissent des limitations à l'aide de constantes et de conventions. La nature met à mal les déductions rationnelles, les déductions scientifiques et philosophiques, et la volonté d'unifier tous les langages. Ce constat est une preuve flagrante que Dieu n'est pas saisissable via sa création, et que sa promesse de désunion par le langage après la chute de Babylone, si on en croit ce que dit l'Ancien Testament, ou la Torah pour ceux qui savent, est une chose réelle, ou du moins qui prend sens dans ce prisme-là. Simplement, il ne faut pas comprendre que cette vision est le point de naissance de toutes les langues étrangères, mais plutôt une réponse aux mages babyloniens qui tentèrent de créer un langage scientifique universel pour cerner la nature du divin et le substituer dans leur grande arrogance. Ce constat que nous faisons aujourd'hui de l'impossibilité des philosophes scientifiques d'établir un langage commun qui ferait la jonction de toutes leurs théories nous met face à un spectacle d'enracinement de la communauté scientifique dans un bourbier d'erreurs coupé du réel qui nécessite de plus en plus l'intervention de l'image, du trucage en collaboration avec le divertissement pour convaincre des foules qui sont de plus en plus douteuses. Ainsi, nous devons nous interroger sur la genèse de la première théorie scientifique qui a orienté le reste des adeptes d'un dogme immuable. Était-elle juste et justifiée? Et si elle était fausse, nous devons de se poser la question de l'honnêteté de leur communauté. Auraient-ils admis leur erreur ou cherché à forcer la nature à se conformer à leurs prédictions? C'est la question qui est majeure
Il est facile de rafistoler des bouts de ficelle pour donner l'illusion que la science est un tout homogène. Ainsi, dans l'inconscient collectif, la science est un tout unifié. Le scientifique qui découvre le rayon X est nécessairement l'héritier de ses pairs, si sa découverte n'est pas prise en otage par les adeptes de la communauté, comme si sa découverte était tributaire des découvertes précédentes. Et c'est ainsi que l'on raconte l'histoire de la science, au lieu de nous raconter l'histoire des sciences au pluriel. Ainsi, la science est construite de façon hiérarchisée, dont le père commun serait Pythagore, en passant par Newton et d'autres scientifiques dits éminents. Cette construction uniformisée et hiérarchisée fait penser à la construction d'un culte, à l'image d'une religion, et je cite Saint Siméon, considéré comme l'un des penseurs les plus influents du XIXe siècle et considéré aussi comme l'inventeur de ce que l'on nomme aujourd'hui la communauté scientifique, initiateur du positivisme, de la société industrielle, influenceur chez Marx, et j'en passe. Je le cite. La réunion des 20 et un élu de l'humanité prendra le nom de Conseil de Newton. Les habitants d'une partie du globe quelconque, quelle que soit sa situation et sa dimension, pourront à quelque époque que ce soit se déclarer section d'une des divisions et élire un conseil particulier Newton. Chaque conseil fera bâtir un temple qui contiendra un mausolée en l'honneur de Newton. Ce temple sera divisé en deux parties. L'une qui contiendra le mausolée sera embellie par tous les moyens les artistes qui pourront inventer. L'autre sera construite et décorée de manière à donner aux hommes une idée du séjour destiné pour une éternité à ceux qui nuiront au progrès des sciences et des arts. Dans les environs du temple, il sera bâti des laboratoires, des ateliers et un collège. Tout le luxe sera réservé pour le temple. Les laboratoires, les ateliers, les collèges et les logements des membres du conseil seront construits et décorés dans un mode simple. Donc, comme je l'ai dit précédemment, il influence cet homme Karl Marx, et celui qui a pensé le socialisme et l'organisateur de la société industrielle telle que nous la connaissons aujourd'hui. Saint Siméon nous donne un aperçu des liens entre la construction politique et philosophique d'une société et sa croyance qui dicte la ligne directrice, bien sûr universelle, de ce que doit être le réel. D'autre part, son rêve d'unifier la science est flagrant et très loin de la modestie supposée de la science, qui réserve le luxe pour les penseurs éminents et la modestie pour les institutions qui seront au service de cette nouvelle religion. C'est ainsi qu'au XIXe siècle, nous pouvons voir un tournant dans la définition des sciences. Elles ne sont plus un outil, mais un argument idéologique unifié en un seul bloc de pensée qui va redéfinir et créer de nouvelles branches de sciences, comme la science politique, imbriquées les unes aux autres autour d'un même dogme, ce dogme étant le matérialisme universel qui doit réformer la société. Ce tournant du XIXe siècle peut être vu comme la conséquence d'avoir utilisé les outils mathématiques et géométriques pour légitimer une vision philosophique de l'existence prônée en masse par les philosophes de la Grèce antique. Ainsi, à tort, nous considérons la science comme une vérité unique et nous mettons dans le même sac découvertes scientifiques, théories, lois, théorèmes, dans une conception universelle et continue de la connaissance que nous appelons science. Cette conception est en réalité une vision matérialiste des pères philosophiques qui ont œuvré à penser un monde où une loi scientifique remplacerait la loi divine et où le langage mathématique remplacerait la logique divine. Le monde tel que nous connaissons a été théorisé en -500. La géométrie et les mathématiques sont un langage qui a été utilisé comme un argumentaire et porte-parole de cette conception rationnelle du monde. Il n'a que faire des interrogations et des miracles, plaçant sur chaque miracle une théorie rationnelle, sur chaque forme une formule, ignorant scrupuleusement ce qu'il ne peut cerner et comprendre. Dans ce monde, chaque objet est vulgarisé et schématisé, et la volonté divine est transformée en force théorique universelle. Et c'est ainsi que les philosophes sont partis du principe inductif que comme le jour et la nuit se succèdent, que les saisons se succèdent, que les étoiles se succèdent, notre monde doit être un monde cyclique. Et s'il est cyclique, c'est que sa forme est ronde ou sphérique. Ainsi, la forme devient une matérialisation d'une forme représentative, d'une déduction inductive de ce qu'il prétend identifier comme un rouage mécanique. C'est ainsi qu'une vision du monde vulgarisée s'est construite, afin d'être la référence traditionnelle d'une conception philosophale, arrogante, qui prétend connaître l'invisible par déduction
du visible et qui utilise ces concepts pour créer des formes facilement mesurables, quantifiables et malléables, pour ne pas dire manipulables. C'est ainsi que la forme de la Terre a été la base de la conception matérialiste du réel, le commencement d'une longue erreur qui génère théorie sur théorie, qui prennent fonction de cache-misère. Et je cite Thomas Kuhn, un philosophe des sciences et historien des sciences américain. Il s'est principalement intéressé aux structures et à la dynamique des groupes scientifiques à travers l'histoire des sciences. Je le cite, « Lorsque les scientifiques ne peuvent plus ignorer plus longtemps des anomalies qui renversent la situation établie dans la pratique scientifique, alors commencent les investigations extraordinaires qui les conduisent finalement à un nouvel ensemble de convictions sur une nouvelle base pour la pratique de la science. » Et je vais citer aussi Pierre-Maurice Marie Duhem, né le 10 juin 1861 à Paris 2e et mort le 14 septembre 1916 à Cabrespine. C'est un physicien, chimiste, historien, épistémologiste français, qui, selon sa théorie de l'instrumentalisme, dit que la science n'est que l'instrument le plus commode de prédiction. Et je le cite, « Une théorie physique n'est pas une explication, c'est un système de propositions mathématiques déduites d'un petit nombre de principes qui ont pour but de représenter aussi simplement, aussi complètement et aussi exactement que possible un ensemble de lois expérimentales. » D'autre part, on peut aussi parler de Karl Popper, qui émet une critique de la thèse de l'unicité de la science, notamment dans son ouvrage « La logique de la découverte scientifique ». L'idée d'un système de connaissances est futile selon lui, et je le cite, « Nous ne savons pas, nous ne faisons que conjecturer ». Phrase célèbre. L'idéal d'une connaissance absolument certaine et démontrable s'est révélé être une idole, selon ses dires. Karl Raimund Popper, né le 28 juillet 1902 à Vienne en Autriche et mort le 17 septembre 1994 à Londres, au Royaume-Uni, est un philosophe des sciences du XXe siècle. Il critique la théorie vérificationniste de la signification et met l'accent sur l'idée de réfutabilité par l'expérimentation ou l'échange critique comme critère de démarcation entre science et pseudo-science. Karl Popper nous conforte dans une idée que la notion d'une science unifiée est une construction religieuse auquel doivent se soumettre ses adeptes qui auront le nom élogieux de scientifiques et pour les plus éminents le titre d'astrophysiciens. Leurs paroles feront office de révélation divine pour le bas peuple coupé de son pouvoir d'observation, déléguant cette tâche à ceux qui ont la connaissance de l'invisible. Non pas de l'invisible divin, mais de l'invisibilité de leur méthode philosophique qui a remplacé délicatement la vérité par les apparences.